Bonjour, bienvenue au rendez-vous agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Je m'appelle Amélie Pichette, agronome, conseillère en production animale et en développement régional au MAPAC ici à Rimouski. Aujourd'hui, j'accueille trois intervenants dans la filière lin. Tout d'abord, M. Jonathan Ferté, agronome et conseiller en développement agroalimentaire à la MRC de la Métis. Monsieur Jean Côté, producteur laitier et actionnaire de la ferme Blanco Inc. à Sainte-Luce, et Monsieur Hugues Groslot, agronome, maître en environnement, président de la ferme Écosphère. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Ferté, la filière lin dans la Métis a vu le jour il y a une dizaine d'années. Ce fut un travail de longue haleine. Faites-nous un historique du développement de cette filière. Parfait. Bonjour tout le monde. Je vais vous partager mon écran pour vous présenter ce bref historique. OK. Donc, effectivement, ça fait une dizaine d'années que plusieurs producteurs et intervenants travaillent au développement d'une filière du lin dans la Métis, mais plus largement dans l'est du Bas-Saint-Laurent. Ça fait 10 ans, mais en fait, la culture du lin dans la région, elle est beaucoup plus ancienne que ça. On peut remonter au début des années 1900 et même avant. C'est une culture qui était très populaire dans la région, mais qui a été abandonnée, on va dire, dans le milieu du XXe siècle. C'était une culture qui était utilisée pour faire du tissu ou d'autres utilisations avec la fibre. Et avec l'arrivée des fibres synthétiques, elle a disparu pratiquement, sauf quelques irréductibles. Et finalement, donc, depuis une dizaine d'années, plusieurs intervenants et producteurs se sont penchés pour essayer de remettre cette culture à l'ordre du jour parce qu'on trouvait que c'était une culture qui pouvait être intéressante. Premièrement, c'est une culture qui fonctionne très bien avec notre climat et qui est intéressante dans la rotation. Il n'y a pas d'espèces cultivées de la même, il n'y a pas de plantes cultivées de la même espèce. Donc, au niveau des maladies, c'est quelque chose d'intéressant. Elle est adaptée au climat et donc les rendements en grains étaient quand même assez intéressants. Donc, il y a eu plusieurs essais de culture au départ pour se réapproprier cette culture-là, se réapproprier la rotation, se réapproprier les techniques culturales. Et ce qu'on s'est aperçu, ce que les gens se sont aperçus, c'est qu'on peut le faire avec de la machinerie standard. Je vais vous montrer l'image précédente. Si vous voyez l'endaineuse ici, ce n'est pas une endaineuse dernier cri, on va dire, et elle fonctionne très, très bien. C'est une endaineuse qui a été utilisée par la ferme école du Centre de formation professionnelle Montjoly-Métis il y a quelques années. Donc, ça se fait avec de la machinerie standard. Ici, vous voyez un petit peu la fleur. Vous voyez les capsules avec les grains à l'intérieur avant le battage, le grain et les andins au champ. Ensuite, depuis 10 ans, on a réussi à développer une expertise locale, tant par des agronomes, des producteurs qui connaissent maintenant bien cette culture. C'est une culture qui n'est pas forcément aussi facile à produire que de l'orge, en raison notamment justement de la résistance de sa paille, mais c'est une culture qui, une fois qu'on la connaît et qu'on a appris à la faire, est quand même tout à fait faisable. Ensuite, pourquoi aussi on a travaillé sur cette culture-là? C'est parce qu'on pensait qu'on pouvait valoriser, oui, le grain pour la vente, mais aussi qu'on pourrait un jour valoriser la paille pour faire de la fibre de lin. On sait qu'on parle de tissu en lin, de lin textile, mais cette fibre-là, avant d'être un long fil, pourrait être utilisée pour faire de la fibre technique qu'on appelle. Et ça a été validé par différents essais et différentes recherches. Et la fibre qu'on est capable de produire à partir de notre paille, elle est très intéressante au niveau de la résistance et de ses qualités techniques. Et elle pourrait être utilisée dans différents matériaux. Donc ça, c'est un objectif. Ceci dit, le grain que les producteurs peuvent vendre dès maintenant, on en a aussi des bonnes utilisations intéressantes et notamment on s'est rendu compte que le grain, il y a plusieurs entreprises laitières du coin qui faisaient du lin et qui l'ont donné en alimentation aux vaches laitières. Puis on s'est aperçu que c'était un grain qui est intéressant dans la rotation, pas en grosse quantité,
mais ça peut aider notamment au niveau de la reproduction du troupeau et au niveau de la qualité du lait. Enfin, c'est une culture qui est devenue, parce qu'elle ne l'était pas, elle est devenue assurable, donc c'est un point intéressant. Mais au-delà de ça, la vente du grain, ça peut être payant. Je rappelle que le premier producteur mondial de lin, c'est le Canada, sauf que la majorité du lin est produit dans l'Ouest, donc assez loin d'ici. Mais il y a un marché qui est existant ici, soit pour la boulangerie ou en alimentation animale. Donc, le marché existe et je vais juste vous montrer quelques exemples pour vous montrer le budget. On a fait, bon, ça date de 2016, mais on a fait une comparaison de budget de production entre le lin, le blé, l'orge, l'avoine et le canola. Blé, orge, avoine et canola qui sont des cultures quand même assez conventionnelles dans notre coin. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que, puis là, c'est juste pour la production du grain, on ne parle même pas de paille. La marge à l'hectare, elle est largement supérieure au blé, l'orge et l'avoine. Elle était un petit peu inférieure au canola, mais là, on ne parle même pas de l'utilisation de la paille. Une fois qu'on rajoute la paille, on obtient une marge à l'hectare qui est supérieure au canola. Donc, avec un fort potentiel. C'est sûr qu'actuellement, la paille, elle peut être vendue, utilisée principalement en litière de bovins de boucherie, mais le marché n'est pas encore très développé. Ceci dit, avec le projet de filière où est-ce qu'on transformerait la paille en fibre, ben là, on aurait un marché encore plus intéressant. Donc, juste pour montrer un petit peu, sans rentrer dans les gros détails, l'avantage du lin, pourquoi c'est une culture payante, c'est parce que c'est une culture qui est peu exigeante. Au niveau des déboursés, on est inférieur à l'ensemble des autres cultures. Donc, au niveau de l'implantation et du travail, c'est sûr qu'il y a des dépenses mais qui sont moins importantes, mettons, que le canola, mais surtout, elle coûte peu d'argent. Donc, elle est relativement rentable. Voilà pour le bilan de ce bref historique. Je vais laisser la parole. Merci, Jonathan. Monsieur Côté, qu'est-ce qu'Inolin? Inolin, c'est une coopérative de solidarité formée par un groupe de producteurs. On est 5 administrateurs avec des membres utilisateurs puis des membres de soutien qui a été créé justement en juin 2020 pour la mise en marché du grain, le fonctionnement de la filière lin et le développement de celle-ci. Aussi les différents partenaires impliqués dans la filière, de près ou de loin avec la coopérative Inolin. Monsieur Groslot, afin de poursuivre les démarches menant à une usine de taille industrielle, vous avez réussi à faire l'acquisition d'équipements de défibrage. Parlez-nous-en. Oui, bien, c'est ça. Au fil des ans, il y a eu différents contacts qui ont été faits avec des industriels de la transformation du lin. Et il y avait un besoin qui a été spécifié par ces intervenants-là, qui sont des industriels finalement. Ils demandaient à avoir des échantillons, mais des échantillons de taille quand même assez importante. Donc, c'était un défi à relever là, de réussir à produire ces échantillons-là pour qu'eux déterminent si cette fibre-là était de la qualité dont ils avaient besoin. Nous, on avait déjà, dans le passé, avec la filière, fait faire des analyses de laboratoire sur les fibres et tout ça était vraiment très bon et selon les besoins de ces transformateurs-là. Donc là, on a pris une entente avec le Conseil national de la recherche du Canada et un équipement du CNRC a été amené au CFP et maintenant peut être utilisé pour produire des échantillons, mais d'assez grande taille, de façon à justement là, valider ces marchés-là, puis s'assurer que la fibre est de bonne qualité pour ces utilisateurs potentiels-là. Donc, la machine est arrivée au mois de juillet, puis cet automne, on a commencé à faire des essais de défibrage. Et là, on va commencer à envoyer des échantillons bientôt là, chez les différents utilisateurs potentiels. On a d'ailleurs des ententes avec des laboratoires d'essai qui vont qualifier nos fibres, faire des fiches descriptives au niveau de la qualité de la fibre
Et tout ça va nous aider là, à mieux, je dirais, développer les marchés, mais dans une première phase. Merci. Nous vous avons préparé un petit vidéo. Donc, allons voir ces installations au Centre de formation professionnelle à Montjoly. Bonjour, Jean Côté. Ici, on est à l'usine des fibrages pour le lin, l'usine pilote. On est venu vous montrer le fonctionnement de cet équipement. Premièrement, ici, on a la paille brute, la paille rouille, paille de lin rouille, sur un dérouleur à ballon. On prend le fonctionnement, on prend une petite partie de paille, on la dépose sur le tapis avec une couche mince. Le tapis tourne, ça passe entre les rouleaux, un petit peu plus loin. Un coup que ça passé entre les rouleaux, le premier set de rouleaux. Ici, on a des résidus qui tombent, les résidus de paille de lin qui sont les anneaux, une partie des anneaux. Ensuite, le produit tombe sur un autre tapis. Un petit peu plus tard, passe au travers de 3 autres rouleaux sous pression qui défilent encore une partie du matériel et tombe après sur le tapis. Ici, il y a encore une partie d'anneau qui tombe à terre. Ensuite, il passe dans l'escoueur pour enlever les petites particules d'anneau attachées après la fibre, qui est encore une partie d'anneau, mais on voit à l'intérieur qu'il y a déjà un petit peu de fibre qui tombe avec. Et ensuite, tombe dans la réserve ici, à la fin du procédé. Alors maintenant, on est à la sortie du secoueur. La fibre est partiellement nettoyée. Donc, on va aller vers l'étape finale qui est de carder le matériel. Et donc, on va placer le matériel sur notre tapis d'entrée. Puis, on va démarrer la carde pour que le travail se fasse. Maintenant, à l'intérieur de la carde, ce qu'on retrouve, c'est une série de rouleaux avec des beignes de différentes grosseurs. Et puis, le matériel à l'intérieur se fait peigner. Puis, une fois qu'il arrive à la sortie, on voit qu'il tombe ici. Puis là, on a beaucoup moins d'ANA et c'est une majorité là, de fibres. Et c'est le type de matériel-là qui va aller vers les utilisateurs finaux qui, eux, vont procéder à son traitement en fonction des utilisations qu'ils vont en faire. Monsieur Côté, vous êtes présent depuis le début dans cette aventure. Quels sont les résultats à votre ferme et quels sont les avantages que vous y trouvez? Les résultats au point de vue rendement de la culture, c'est très intéressant. C'est une culture qui s'adapte assez bien dans notre secteur. Les rendements sont pratiquement égaux d'une année à l'autre. C'est une culture qui n'est pas trop difficile. Parlons de sécheresse les dernières années, ou le surplus d'eau. C'est une culture qui est peu exigeante au point de vue minéralisation, minérale. C'est pas un problème comme culture si on compare aux céréales qu'on fait dans la région. Est-ce difficile de faire du lin? Quelles sont les conditions de réussite? C'est difficile. Au semis, c'est pas problématique. La problématique, c'est plus à la récolte. Même au point de vue herbicide, il y a plusieurs herbicides qui existent qui font bien le travail. À la récolte, à l'endainage, les problématiques, c'est surtout question d'aiguisage des couteaux où tu mets une faux qui s'appelle la faux Schumacher. Souvent, au lieu de changer tous les couteaux et toutes les doigts sur notre équipement, c'est peut-être pas plus dispendieux de mettre une faux Schumacher qui va être utilisable dans d'autres cultures, autant dans le canola que des céréales. Ça fait que cet équipement-là,
s'adapte à toutes les endonneuses. Après l'endonnage, ben, il y a toujours une période de séchage. Après le séchage, normalement, il ne faut pas le laisser trop longtemps au champ avant le battage parce que des problématiques peuvent venir de là. Pour la conservation du grain, parce que là, il peut se produire un effet de vieillissement de la graine, autant dans le lin que dans une autre céréale. Si on prend le blé qui va germer sur l'épi, ben, le lin peut faire la même chose au champ. Fait que pas trop retarder le battage. Puis, ça empêche aussi l'enroulement de la fibre autour des arbres qui tournent. C'est la problématique qui est peut-être là. Ça fait que plus tu vas tôt dans le champ, plus, moins les problèmes sortent. Nous vous avons trouvé un petit vidéo de battage du lin qui dure à peu près 20 secondes, donc on va vous le présenter. Est-ce que c'est une culture assurable? Oui, la financière a mis en place un programme pour les cultures émergentes depuis 2-3 ans. Cette culture-là est assurable de la manière que si tu as des pertes dans les autres cultures, soit orge, avoine, blé, que tu fais dans la même période, ça couvre le taux de perte que tu peux avoir sur le lin, comme les autres cultures. Ça fait que oui, c'est assurable. Puis le coût n'est pas exorbitant. Environ 150 $ pour 9 hectares que ça m'a coûté cette année. Puis pour la valeur assurable, là, je ne l'ai pas en tête, mais pour la valeur assurable, c'est vraiment pas dispendieux. Voici la question du jour. Est-ce que c'est payant? Oui, bien, tantôt, Jonathan nous a présenté les coûts de production. C'est payant, mais il faut toujours essayer de récolter pour aller chercher la meilleure qualité. C'est un peu comme un autre céréale. Si tu classes échantillon, tu n'auras pas le prix de la tonne qui est prévu au coût de production. Ça fait que c'est la même chose pour le lin. Si tu fais des efforts puis attention à la récolte pour avoir une qualité de lin, tu vas avoir un bon prix. Puis là c'est payant. Monsieur Côté, vous êtes membre fondateur et président de la filière lin. Pourquoi avez-vous choisi la formule coopérative? Coopérative, ben, c'est un formulaire que beaucoup de producteurs connaissent puis qui s'est développé au régional dans différents domaines. Si on parle de la coopérative de chaux, coopérative de l'abattoir du Bic, coopérative Purdel, etc. C'est une formule que les producteurs connaissent assez bien. C'est une coopérative de solidarité. Ça fait que coopérative de solidarité, on peut travailler avec des partenaires dans la coopérative. Ça nous donne plus de liberté au choix qu'on peut faire. En même temps, c'est pour aussi développer la filière autant du semis à la récolte et à la transformation. Cette manière-là, c'est nous qui peut contrôler le plus de facteurs possible. Combien coûte une part membre et quels sont les avantages pour les producteurs? Nous avons deux membres, deux variétés de membres. C'est un membre utilisateur puis membre de soutien. Les membres utilisateurs, c'est 20 parts de 10 piastres l'action. Puis un membre de soutien, c'est 50 parts de 10 $ pour le membre de soutien, ça fait 500 $. Si Oui. Si des entreprises agricoles désirent se joindre à Inolin, comment vous contactent-ils? Bien, présentement, nous avons un secrétaire, mais ils peuvent me communiquer avec moi ou au secrétaire, qui est François Parent, ou Jonathan Ferté, qui peut les transférer à notre CA. Je vous remercie beaucoup, M. Côté. Allons voir M. Groslot. Votre entreprise Écosphère accompagne les producteurs dans cette aventure depuis le début. Quelle expertise apportez-vous?
Bien, en fait, nous, on a travaillé en fait depuis le début de la filière. Donc, on a eu l'occasion de travailler autant au niveau du champ avec les producteurs. Les premiers essais qu'on a faits, justement, c'était pour valider si la culture était intéressante, si les rendements étaient au rendez-vous dans le Bas-Saint-Laurent. Puis là, je parle de rendement autant au niveau du grain que de la paille, parce qu'on voulait s'assurer justement que les producteurs qui participeraient éventuellement au projet, bien, ils trouveraient leur compte pleinement. Donc, on a développé une expertise au niveau du champ, là, que ce soit au niveau des taux de semis, de la calibration des semoirs, que ce soit au niveau du moment de la fauche pour s'assurer que le grain allait être de bonne qualité, au moment du battage également. Puis en plus, on a développé une expertise qui est un peu plus spécifique et pointue au lin dans le cadre des activités de rouissage. Le rouissage, en fait, ça se trouve à être, c'est qu'on laisse vieillir la paille sur le champ et puis elle va pourrir un petit peu, un peu comme du foin qu'on aurait manqué finalement, qui devient un peu grisonnant. Et ça, ce que ça va permettre, c'est que la fibre se détache des anas et permettre justement une transformation de la fibre par la suite. Donc, c'est au niveau de toutes ces étapes-là qu'on peut soutenir les producteurs. On le fait jusqu'à maintenant avec le support aussi de Agri-Conseil qui aide à amener justement un financement additionnel pour les fermes qui veulent se prévaloir là, des services d'accompagnement. On a travaillé un peu à tous les aspects de la filière également là, au fil du temps, donc toutes les études technico-économiques sur la transformation et aussi les relations avec les utilisateurs potentiels. Excusez. Donc, on est à même de connaître qu'est-ce que les utilisateurs finaux ont besoin comme type de fibre. Et ça se prépare directement dans le champ avec les producteurs au niveau du rouissage et de la préparation de la paille. Donc, tout ça est lié ensemble et c'est à ce niveau-là qu'EcoSuper peut accompagner les producteurs. Quels sont les outils disponibles pour les producteurs? Bien, l'outil principal actuellement qu'on a, c'est Agri-Conseil au niveau du financement. Mais aussi, EcoSuper, présentement, on est à planifier le transfert d'expertise chez les différents conseillers de la région. Donc, pour permettre aussi que tous les producteurs qui veulent faire du lin puissent avoir accès à leur conseiller régulier qui, lui, va pouvoir développer son expertise là, à travers ce qu'on a fait depuis plusieurs années. Monsieur Côté, du point de vue d'Inolin, quels sont les autres outils disponibles pour les producteurs? Du point de vue Inolin, la création d'un guide du lin, là, 3 ou 4 ans, est un plus pour les producteurs. Cette brochure explique clairement la fonction du semis à la récolte du lin. Ensuite, on veut créer une cohorte de producteurs existants qui ont déjà une expertise de développer dans la culture du lin pour aider aux nouveaux producteurs qui peuvent embarquer avec la coopérative. Ma dernière question s'adresse à tous les trois. Quels sont les prochains défis de cette filière dans la région? Pour nous, comme coopérative, c'est de trouver des nouveaux producteurs. Plusieurs sont intéressés, mais il faut penser au développement de la filière au complet. Fait que plusieurs producteurs qui peuvent se joindre à nous seraient le bienvenu. Monsieur Groslot? Oui, bien, au niveau, je dirais, de la filière, c'est que ça implique plusieurs maillons. Donc, Inolin est comme le maillon clé qui réunit tous les intervenants autour de lui, que ce soit les producteurs qui vont devenir membres ou qui sont déjà membres, et puis aussi les transformateurs à l'autre bout là, qui attendent la fibre. Donc, le défi, c'est de faire grandir la filière. Puis là, quand je dis grandir, c'est autant en équipement, en capacité de transformation qu'en capacité de production au champ. Puis en même temps, de l'autre côté, s'assurer qu'on a une fibre qui est toujours de qualité et en quantité suffisante pour les transformateurs.
Donc, cet équilibre-là, c'est là qu'on jongle un peu parce que souvent, on bouge un maillon à la fois, mais c'est là qu'est le défi, dans le fond, c'est de réussir à jongler avec tout ça pour faire avancer la filière d'un tenant. Exactement. Souvent, on parle de l'œuf ou la poule. Est-ce qu'il faut commencer la production ou trouver les marchés? Notre défi, c'est d'arriver à tout faire en même temps. Donc, augmenter la production et trouver les marchés. On a déjà des contacts de fait avec des industriels ou des centres de recherche qui pourraient utiliser le produit. Mais une fois que ces gens-là vont avoir dit « oui, je suis intéressé, la fibre est intéressante, je veux développer un produit », il va falloir qu'on soit capable de leur fournir une quantité suffisante de fibres. Et cette journée-là, le dernier défi, ça va être de mettre en place une unité de transformation, donc une usine de capacité industrielle. Pour l'instant, ce qu'on a mis en place, c'est une usine qu'on appelle pilote. On est capable de produire des gros échantillons, mais on ne sera jamais capable à court terme, avec cet équipement-là, de fournir un industriel qui voudrait développer un produit de grande envergure. Donc, le maillon final viendra une fois que les autres maillons seront attachés, la production, les marchés. Ça va être de mettre en place, de mobiliser le financement pour être capable de mettre en place une usine industrielle. Ça, on parle d'ici, mettons, un horizon on l'espère, un horizon de 3 ans, une fois que tout sera attaché. C'est ce qui met fin à notre petite entrevue. Je vous remercie grandement de votre temps. Monsieur Ferté, Monsieur Groslot, Monsieur Côté, nous vous souhaitons un magnifique déploiement régional d'Inolin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci à vous. Merci.